un cheval, un harnais et un artisan allemand installé à Paris qui n'a probablement jamais imaginé que des années plus tard, beaucoup d'années plus tard, des femmes attendraient des années pour avoir un sac qui porte son nom. Une histoire de famille, de hasard et d'obsession pour le travail bien fait. On remonte le temps, 2 siècles en arrière, donc installez-vous et on est parti. Tout commence avec un homme, Thierry Hermès, né en 1801 à Krefeld, en Allemagne. Rien ne le destinait à Paris. Il part d'abord en Normandie, à Pont-Audemer, pour apprendre un métier, sellier anarcheur, autrement dit celui qui fabrique les équipements pour chevaux et leurs cavaliers. En 1837, il débarque à Paris et ouvre son premier atelier à rue Basse du Rempart, tout près de la Madeleine. On est en plein air du Chevallois. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de métro. Le cheval, c'est le seul moyen de transport. Et Thierry Hermès, il a un vrai talent. Il conçoit des harnais à la fois robustes et incroyablement raffinés. Le tournant arrive en 1867. À l'exposition universelle de Paris, ces harnais décrochent une médaille de première classe. Et là, tout change. La clientèle s'internationalise, des têtes couronnées jusqu'au tsar Nicolas II viennent chercher du Hermès. Thierry Hermès meurt en 1878. Mais ce qu'il laisse derrière lui, ce n'est pas juste un atelier, c'est une philosophie. Ne jamais transiger sur la qualité du travail. Et cette philosophie, elle va traverser 6 générations. Son fils, Charles-Émile Hermès, prend la suite. Et en 1880, il déménage l'atelier au 24 rue du Faubourg Saint-Honoré, qui encore aujourd'hui est l'adresse historique de la maison. Mais c'est surtout avec le petit-fils du fondateur, Émile Maurice Hermès, que les choses basculent vraiment. On est au début du XXe siècle. Les voitures commencent à remplacer les chevaux. Et là, beaucoup de selliers auraient paniqué, mais pas lui. Lui, au contraire, il y voit une opportunité. En 1918, il crée le premier article de maroquinerie de la maison, un sac de golf. Puis, quelques années plus tard, un voyage au Canada, il tombe sur un détail qui va tout changer, le système de fermeture d'une capote d'une voiture militaire, qui deviendra plus tard la fermeture éclair. En 1922, il obtient l'exclusivité pour la France et l'inclut dans ses fabrications Hermès. D'ailleurs, la même année, à la demande de son épouse, qui demandait un sac pratique pour voyager, il crée le tout premier sac à main Hermès. Entre les deux guerres, alors que le monde vit dans la Grande Dépression, c'est un peu l'inverse pour Hermès qui vit une de ses plus grandes créativités. En 1929, la maison commercialise ses premiers carrés de soie. Puis en 1935 apparaît un sac de voyage à courroie qui deviendra bien plus tard mondialement connu sous un autre nom, mais on y revient tout de suite. En 1937, pour fêter les 100 ans de la maison, Hermès lance officiellement le carré de soie que l'on connaît tous aujourd'hui, le fameux foulard de soie. Le tout premier s'appelle Jeu des omnibus et Dame blanche. C'est pas ça. Si, c'est ça, inspiré d'un jeu de société populaire à l'époque. Fabriqué à Lyon, capitale française de la soie, il deviendra l'un des symboles les plus reconnaissables à la française. La même période voit naître le bracelet chaîne d'encre inspiré des bateaux en Normandie. Un motif tout simple, mais qui va devenir culte. Et derrière une bonne partie de ses créations, on va retrouver un nom, Robert Dumas, gendre d'Émile Maurice Hermès. Il épouse une de ses 4 filles et avec les autres gendres, il va devenir le pilier de la maison. Alors parlons de cette histoire car elle est trop belle pour être vraie. Dans les années 1930, Robert Dumas dessine un nouveau sac dérivé d'un ancien modèle équestre, le haut à courroie, conçu à l'origine pour transporter des selles. Ce nouveau sac s'appelle simplement sac à dépêche. Élégant, sobre, mais pendant plus de 20 ans, il reste un modèle parmi tant d'autres. Rien qui laisse vraiment présager la suite. En 1954, Grace Kelly découvre la maison en préparant le tournage du film La main au collet d'Alfred Hitchcock, et elle craque pour ce sac. 2 ans plus tard, en 1956, devenue princesse de Monaco, elle est photographiée en public, son sac Hermès devant elle, officiellement pour se protéger du soleil et officieusement pour cacher sa grossesse,
qui n'avait pas été révélée à l'époque. La photo publiée dans le magazine Life fait le tour du monde. Les clientes commencent à réclamer en boutique le sac de Grace Kelly et la maison finit par officialiser le nom. Ce petit sac à dépêche devient le Kelly et aujourd'hui chaque exemplaire demande 20 heures de travail pour un artisan. Ce qui est drôle, c'est que ce n'était pas du tout un coup marketing. C'était un objet bien fait qui attendait patiemment dans son coin et ça deviendra presque une signature de la maison. En 1951, à la mort d'Émile Maurice Hermès, c'est officiellement Robert Dumas qui prend le relais. Puis en 1978, son fils Jean-Louis Dumas lui succède. Mais avant ça, faut être honnête, dans les années 70, c'est un peu compliqué pour Hermès. On peut clairement parler d'un passage à vide. La maison, très attachée à ses traditions, peine à suivre le rythme d'un marché du luxe en pleine mutation, plus rapide et plus mondialisé. Et c'est Jean-Louis Dumas qui va redresser la barre, avec une deuxième légende encore plus célèbre que la première. Un vol Paris-Londres. Jean-Louis Dumas est dans l'avion à côté de Jane Birkin. Et Jane Birkin, elle se plaint que les sacs ne sont pas pratiques pour transporter les affaires de sa fille, plus les siennes. Et donc, il lui demande d'imaginer son sac parfait qu'elle dessine sur un sac à vomi dans l'avion. Et Jean-Louis Dumas, il prend cette remarque très au sérieux. En 1984, la marque lance un nouveau sac, le Birkin, qui est une anecdote, est devenu le sac le plus connu au monde et évidemment le plus convoité. Liste d'attente, rareté organisée, les prix qui s'envolent aux enchères. Le Birkin transforme Hermès en objet de désir absolu. Et petite anecdote, Jane Birkin ne portait même pas son propre sac, car une fois rempli, elle le trouvait trop lourd. Jean-Louis Dumas restera à la tête de la maison pendant 28 ans, jusqu'en 2006. Il en profitera pour développer le chiffre d'affaires et l'aura internationale de la marque. Depuis 2013, c'est Axel Dumas, membre de la 6e génération, qui est à la tête de la maison. Sous sa direction, Hermès continue de s'étendre. Lancement du ligne beauté en 2020, ouverture d'une école interne pour former ses artisans, expansion internationale continue. Et presque 2 siècles plus tard, la structure n'a pas changé. C'est toujours très majoritairement une entreprise familiale. Il n'y a pas de fonds d'investissement aux commandes. Juste une famille qui, génération après génération, refuse de sacrifier le savoir-faire artisanal sur l'autel de la croissance rapide. Aujourd'hui encore, le cuir, tout premier métier de Thierry Hermès, est au centre de la maison. De l'atelier de harnais de Thierry Hermès aux listes d'attente pour un Birkin, il y a presque 2 siècles. 6 générations, des rencontres de hasard, un vol en avion, une photo volée, devenus des mythes mondiaux. Si cette histoire t'a plu, je te laisse me dire en commentaire. Je te laisse t'abonner pour d'autres vidéos. Je te laisse mes réseaux sociaux juste ici. Et en attendant, je te dis à la prochaine. Bisous.